Bonjour, nous sommes très heureux de vous accueillir dans le cadre de la rencontre littéraire de la médiathèque du Moule, Une heure avec. Cette fois, c'est une heure avec Gisèle Pineau que nous avons très longtemps espérée, qui a passé toute une matinée en notre compagnie dans le cadre des ateliers d'écriture et qui va ce soir nous présenter son tout dernier roman, La vie privée d'oubli. On espère que vous passerez un très bon moment en notre compagnie. Du Moule, le principe c'est de rencontrer un auteur et de partager avec cet auteur un moment un peu intime. Bien sûr, on parle de littérature, mais on essaie de parler aussi de choses un peu plus personnelles. Je ne suis pas une spécialiste de l'interview, je suis professeure de lettres, lectrice, grande lectrice on pourrait dire, et je suis très contente d'être là parce que je suis membre de la commission culture et patrimoine à laquelle je participe avec beaucoup de plaisir et qui me donne l'opportunité de rencontrer des gens qui sont généralement debout dans ma bibliothèque. Donc voilà, je suis très contente d'être là ce soir. C'est bon pour les 30 secondes, on peut y aller ? Alors bonsoir à tous, rebonsoir à tous, merci de votre présence, de votre ponctualité. Nous sommes pour une heure avec Madame Gisèle Pineau qui nous a fait le plaisir de consacrer la journée entière à la ville du Moule, puisque depuis ce matin, Madame Pineau a assuré des ateliers d'écriture ce matin, puis cet après-midi et cette petite heure avec nous. Donc je disais que le principe c'est donc une rencontre à la fois bien sûr littéraire mais aussi un petit peu une petite conversation un peu non conventionnelle on pourrait dire avec un auteur. Le grand défi bien sûr on va parler du dernier roman La vie privée d'oubli et le grand défi c'est d'en parler sans rien spoiler pour reprendre un terme à l'américaine ou divulgacher, c'est-à-dire vous donner envie de découvrir ce livre et puis ce roman et puis au-delà tous les autres. Alors la tradition, pour commencer, c'est de demander à l'auteur invité de nous présenter ou de nous parler de 3 objets qui disent quelque chose d'elle. Alors, de quels objets voulez-vous nous parler ce soir ? Bonsoir à tous, bonsoir Madame le maire, bonsoir tous mes lecteurs, tous les auditeurs aujourd'hui, ce soir. Alors c'est vrai que je suis ici depuis ce matin, alors j'espère que j'aurai suffisamment d'énergie pour pouvoir répondre à vos questions et être à la hauteur de ce débat, de cette rencontre. Alors 3 objets. Alors j'en ai un au poignet, c'est un bracelet qui vient du Bénin, où j'ai des attaches, où mon cœur est resté un petit peu dans ce pays, le Bénin, que j'ai visité à 4 reprises et qui m'a inspiré l'écriture de ce roman, La vie privée d'oubli. Dans ce roman, vous allez découvrir mon voyage au Bénin à travers mon personnage Maya. Donc il y a ce bracelet qui m'a été offert par une Guadeloupéenne, qui est la femme de l'ambassadeur du Bénin, Emeline Medina. C'est une Guadeloupéenne. Son mari, c'est l'ambassadeur Marc Vizy, qui a travaillé ici en Guadeloupe, qui est ambassadeur du Bénin. Donc j'ai reçu ce bracelet qui me parle de l'Afrique, qui me parle de mes origines, qui me parle de mes racines lointaines. Alors, le deuxième objet que j'ai dans mon sac, c'est mon agenda. J'ai besoin de mon agenda. Je suis quelqu'un de très organisé et j'ai une vie assez trépidante avec beaucoup de rendez-vous, beaucoup de déplacements. Et je ne suis pas une femme du XXIe siècle, donc je n'ai pas un agenda dans mon téléphone, mais j'ai un agenda papier avec des feuilles, des pages que je vais compulser. Je vais noter régulièrement tous mes rendez-vous. Et puis le troisième objet qui est assez banal, ma foi, c'est un stylo. Je suis une écrivaine, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de prendre des notes, j'ai besoin de laisser des traces. Et voilà les 3 objets que je peux citer rapidement. Eh bien, c'est très bien, merci beaucoup. Alors, avant de commencer vraiment, on ne peut pas commencer sans peut-être, vous voudriez dire quelques mots au sujet de Marie Scondé, qui nous a récemment quittés, et dont on rapproche souvent vos romans, que ce soit les lecteurs ou les spécialistes de la littérature. Souvent, on crée une parenté, on trouve une ressemblance entre vos romans. Alors, est-ce que vous voulez bien nous dire quelques mots sur Marie Scondé ?
Ah oui, c'est la première fois qu'on m'a fait cette remarque, en fait, qu'il y a une parenté entre nos romans. Ce sont des univers différents. C'est vrai que nous sommes deux écrivaines guadeloupéennes, ce qui va nous rapprocher, parce que nous parcourons les mêmes territoires, nous explorons les mêmes environnements, et puis c'est la même histoire, c'est cette même histoire que nous ressassons, ma foi. Hein. Nous ressassons un peu cette histoire parce qu'elle nous hante, parce que l'histoire de la Guadeloupe est ancrée dans les paysages, dans tous nos paysages d'aujourd'hui, avec les anciennes habitations, avec les ruines des moulins. Vous savez, moi je vis à Marie-Galante et tous les paysages sont habités, sont peuplés. Il y a des fantômes, il y a des présences hein, qu'on ressent. Il y a ces vieilles mares où je me dis parfois, autrefois, des gens allaient puiser l'eau dans ces mares. Autrefois, les gens entraient dans ces centres de canne. Autrefois, des esclaves ont été fouettés sur ces habitations-là. Autrefois, il y a eu cette histoire tragique et tellement douloureuse d'êtres humains qui étaient niés dans leur humanité. Alors Maryse Condé, c'est vrai, va et vient dans le passé. Elle va et vient comme ça entre le passé et le présent. Comme vous. Comme moi, mais comme de nombreux écrivains. Il faut raconter et on n'a jamais fini de raconter. Il y a tellement d'histoires à raconter, toutes ces vies, tous ces personnages. Moi, personnellement, derrière chaque personne, je vois des centaines d'histoires. Donc, parce que ce sont des vies avec des héritages, avec des appartenances, avec des secrets, avec des rêves aussi, des désillusions, des espérances. C'est le sort des êtres humains. Et ça me passionne. Maryse Condé a été dans sa vie une grande voyageuse. Elle a l'Afrique, l'Europe, des désillusions. Elle a fait une grande carrière aux États-Unis en tant qu'enseignante, professeure. Maryse Condé, je l'ai rencontrée pour la première fois en 1987 en Guadeloupe. J'ai participé à un concours de nouvelles qui avait été organisé par le Centre d'action culturelle de la Guadeloupe. Voilà, et j'avais eu le premier prix. Je ne sais pas si parmi vous, certains s'en souviennent. J'avais eu le premier prix et le prix était couronné par une publication et puis un chèque aussi de 10 000 francs à l'époque. C'était une somme conséquente. Mais Maryse Condé était dans le jury avec Simone Schwarzbart. Ben elle aussi, on vous rapproche aussi d'elle. C'est-à-dire que pour préparer cette rencontre et pour ne rien vous cacher, j'ai beaucoup lu aussi et effectivement le trio, alors effectivement 3 femmes guadeloupéennes, mais aussi parce qu'il y a à la fois peut-être plus chez vous que chez Maryse Condé, mais beaucoup du réalisme, c'est-à-dire que c'est la Guadeloupe qui renaît, qui revêt sous nos yeux, on retrouve ça. Oui, alors ces deux femmes prestigieuses qui sont pour moi des modèles, qui ont été pour moi des modèles, qui sont encore des modèles, Maryse Condé et Simone Schwarzbart, eh bien, elles étaient dans ce jury, elles ont voté pour moi. Ensuite, je les ai rencontrées physiquement. Maryse Condé m'a reçue chez elle. À l'époque, elle avait une maison à Montebello. Et vraiment, avec son mari Richard Philcox, ils m'ont accueillie. Et Maryse Condé m'a donné de nombreux conseils. Je me souviens d'un premier roman que je lui avais soumis et que j'avais envoyé à des éditeurs parisiens. Ce roman m'avait été retourné. Et j'avais demandé un conseil à Maryse. Et elle m'avait dit, avec ce ton un peu abrupt, après l'avoir lu quand même, parce que je vous dis, aujourd'hui, je le sais, pour une écrivaine, prendre du temps pour lire le roman d'une jeune qui ne promet même pas, qui est là, il y en a des centaines qui veulent écrire. Elle avait pris le temps de lire ce roman, et puis elle m'avait dit, sur sa terrasse de Montebello, « Ah, Gisèle, tu peux faire deux romans, il y a trop, tu dis trop. » J'avais dit, ah oui, d'accord, je dis trop. Et effectivement, parce que c'était mon premier grand roman. Et vous savez, quand on est toute jeune, on se dit, bon, je n'aurai peut-être pas la force d'écrire d'autres romans. Alors je mets tout dans ce roman. Et c'était un conseil judicieux. Ensuite, ça a été la personne qui m'a ouvert la porte d'une autre maison d'édition, les éditions Sépia. Elle m'a parlé d'un jeune éditeur, Patrick Méran, qui créait sa maison d'édition et qui recherchait de jeunes plumes d'Afrique, des Caraïbes.
Et elle m'a dit, est-ce que tu as une histoire à raconter, Gisèle? Alors j'ai dit, oui, je peux raconter une histoire. Et dans la foulée, j'ai écrit Un papillon dans la cité. Je vous le dis, c'est mon best-seller. Jusqu'à aujourd'hui, le roman est paru en 1992. Et je n'oublierai jamais que j'étais à Montebello. Voilà, j'ai présenté Un papillon dans la cité, le livre qui n'était qu'un manuscrit. Je l'ai présenté à Maryse Condé. Elle a lu, elle m'a dit, c'est bon, tu peux l'envoyer. Et Richard s'est proposé de le poster lui-même à la poste de Montebello. Alors je me dis, j'espère qu'il va poster ce livre quand même. Bon, c'était tous mes espoirs. Et puis le livre a été accepté et il a fait cette carrière incroyable parce que c'est un roman qui ne passe pas, qui a été réédité de multiples fois et puis qui a été actualisé puisque c'est un roman qui a été écrit avec les euros, avec les francs. On était au temps des francs et ensuite qui passait aux euros. Et c'est un roman qui touche à la fois le cœur de mes jeunes lecteurs et qui touche les enseignants qui transmettent de génération en génération. Ce livre, je veux vous dire que je l'ai écrit d'abord pour mes enfants, comme pour tous les enfants de la Guadeloupe. À l'époque, mes enfants avaient entre 11 ans et 9 ans. Aujourd'hui, mon fils a 43 ans. Et le livre existe toujours. Et les enfants de la Guadeloupe... Il est toujours étudié dans les établissements scolaires, toujours dans les classes. Oui. Je vais dans les écoles. Et puis les enseignants, vraiment, ont une tendresse particulière pour ce livre. Et ce livre parle aux jeunes de la Guadeloupe. Souvent, je me fais interpeller par des gens qui ont des cheveux blancs, comme moi-même, même si je les cache, et qui me disent « Madame, je lisais Un papillon dans la cité, c'était mon livre de chevet. C'est mon livre qui m'a permis de découvrir la littérature guadeloupéenne et antillaise. » C'est très fort pour moi. C'est très puissant parce que ça donne du sens à ce que je fais. Ça a du sens d'écrire. C'est pas simplement une posture, être écrivain. Et puis voilà, donc Maryse Condé, il y a des générations qui l'ont lu. Elle a fait une grande carrière. Et qu'est-ce que je peux dire encore de Maryse Condé? Je salue cette femme qui, jusqu'à son dernier souffle, a pu écrire, même si elle-même ne pouvait pas écrire, même si elle lisait. Elle lisait, elle dictait elle avait d'abord dicté son avant-dernier livre à son mari Richard, mais c'était un travail éreintant. Et Richard m'avait dit qu'il n'allait plus le faire. Ensuite, Maryse Condé a trouvé cette personne qui a bien voulu retranscrire. Écoutez, mais je vous assure que moi, je connais le métier d'écrivaine, je sais ce que c'est. Et imaginez quelqu'un qui peut garder dans sa tête toute une histoire et puis la retranscrire, la porter, la transmettre comme ça, c'est un travail phénoménal. C'est un travail phénoménal. Parce qu'il faut toujours revenir sur des dates, être dans la cohérence quand on écrit, avec les personnages, les dates. Et Maryse Condé, on le sait, a un foisonnement de personnages, et puis c'est tellement riche, son écriture, son univers en fait. C'est une grande dame de la littérature que nous avons, qui a disparu, 90 ans. J'avais toujours cru qu'elle était née en 1937 parce que c'est ce qu'elle disait. Et j'ai découvert, et j'ai même repris des personnes qui me disaient mais non, mais Maryse Condé, elle a 90 ans. Je dis non, Maryse Condé, elle est née en 1937. J'étais sûre de moi. Vous dans un reportage cette semaine. Je dis quoi? Mais Maryse Condé m'a raconté des blagues pendant toute sa vie. Elle est née en 1934. C'est incroyable ça. Voilà. Peut-être une coquetterie, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Alors, vous savez, je vous écoute et j'ai relevé, en tant que lectrice, un petit passage que j'ai bien aimé et je me dis que ça colle bien avec l'instant que nous partageons. Alors, je vais le lire à la page 281. Lorsqu'on devient dépositaire d'une part intime, même infime, d'une autre âme, il semble naturel de rendre en retour quelque chose qui soit d'égale valeur. C'est un dû consenti de façon volontaire, une manière de troc cousu du fil ténu de la confiance. Alors je voulais vous remercier d'avoir partagé cette petite histoire avec nous et dire à notre public que Madame Condé nous a fait une confidence et que tout à l'heure, quand viendra le temps des questions, il faudra... Madame Pinault, excusez-moi. Madame Pinault nous a fait une confidence et qu'il ne faudra pas hésiter à partager aussi avec elle votre ressenti sur ce que vous avez lu et voilà, dans ce partage-là. Voilà, alors je disais tout à l'heure que vous nous avez consacré une journée entière et ce matin donc vous avez assuré des ateliers d'écriture
Et ça m'intéresse, ça nous intéresse de savoir comment est-ce que vous passez de la posture d'écrire à celle de faire écrire. Par quel chemin est-ce qu'on passe de la façon dont vous écrivez à la façon dont vous faites écrire les autres? Alors, en fait, c'est une question de gratitude pour la vie, pour l'univers, pour ce don qui m'a été donné. Quelle chance j'ai eue d'avoir ce talent, au sens même biblique du terme. Quelle chance, je remercie vraiment Dieu de m'avoir donné ce talent dans une famille où nous ne sommes pas des intellectuels, où nous ne sommes pas des écrivains, ni des professeurs, ni des enseignants. Vous savez que mon père était militaire de carrière, ma mère était femme au foyer. Voilà, nous vivions dans un petit appartement de la banlieue parisienne et c'était difficile, hein, un peu. C'était parfois très difficile à l'intérieur de la maison et puis à l'extérieur, il y avait beaucoup d'hostilité puisqu'il y avait beaucoup de racisme. Je suis née à Paris, vous le savez. Je suis une Guadeloupéenne née à Paris. L'écriture a débarqué comme ça dans ma vie très tôt. À 10 ans, j'ai écrit mon premier roman, peut-être pour échapper à la réalité, peut-être pour échapper à la solitude, à l'hostilité, peut-être pour me consoler de cette vie dont je ne comprends pas tous les contours. Et vraiment, je ne comprends même pas mes parents qui ont une vénération pour la France, pour ce pays. Mon père est un fervent gaulliste. Et puis ma mère, c'est Paris. Paris, c'est bien. Il ne parle pas le créole, il parle seulement le créole avec ma grand-mère. Et ils nous disent que c'est une langue d'habitation. Nous-mêmes, on ne sait même pas ce que c'est qu'une langue des habitations. Ma grand-mère ne sait pas écrire, mais ma grand-mère, elle porte en elle le pays. J'ai la chance d'avoir ma grand-mère. Et ma grand-mère me parle de la Guadeloupe. Et ma grand-mère me raconte des histoires. Et alors moi, à mon tour, j'ai envie de raconter des histoires et d'écrire des histoires. Parce que les histoires, c'est un voyage, c'est une évasion, c'est un autre chemin à côté de la vraie vie. Alors c'est une question de gratitude parce que j'ai eu la chance, c'est pas si facile de trouver des éditeurs quand on est une jeune Guadeloupéenne qui vit à des milliers de kilomètres et puis qui envoie ses romans par la poste dans les années 1980. Et puis un jour, voilà, je suis éditée par un éditeur parisien. Puis je reçois des prix littéraires, le Grand Prix des lectrices de L. Je reçois le prix Carbet de la Caraïbe, présidé par Édouard Glissant. Et puis je trace mon chemin. Je suis éditée par les éditions Stock, après par Gallimard, Mercure de France. Et voilà, aujourd'hui, cette année, j'ai 68 ans. C'est un âge. C'est un âge, voilà, je reparle encore de mon grand âge, Mariette. Et donc, 68 ans, je me dis, dans 2 ans, j'ai 70 ans, c'est quand même énorme. J'ai publié plus de 27 romans, des nouvelles, aussi beaucoup de publications dans des revues. Eh bien, à un moment donné dans sa vie, on peut être dans la transmission. Et quand j'anime des ateliers d'écriture, eh bien, c'est un grand bonheur pour moi parce que je partage ma passion et je dis que ce n'est pas réservé à des élites ou à des intellectuels. J'explique de façon très très simple que l'écriture, ce n'est pas une inspiration, quelque chose qu'on va attraper comme ça, que c'est simplement une émanation de soi, que c'est une expiration. C'est parce qu'on porte déjà tous en nous nos histoires, nos héritages, nos rêves. Il y a des mondes en nous. Et je veux simplement permettre que ces mondes surgissent et que c'est assez facile, que d'un seul coup, on fait entrer tous ces mondes, toutes ces réflexions, toutes ces pensées, tout ce que l'on a à l'intérieur, on les fait apparaître sur une page blanche. Et puis ça rentre dans la réalité. Parce que c'est ce que j'ai fait de ma vie. J'ai fait entrer tous mes rêves dans la réalité. Absolument tous mes rêves. Le dernier rêve, c'était vivre à Marie-Galante. Je vis à Marie-Galante. Donc je voulais devenir écrivaine, et je suis devenue écrivaine. Donc quelle joie. Je ne peux
être que dans la gratitude. Alors, je transmets ma passion, j'explique, et ma plus grande récompense, c'est à la fin des ateliers d'écriture, de voir les visages transformés, de voir des sourires, de voir que d'un seul coup, les gens se disent, mais c'est possible, mais je peux écrire. Et puis on partage, à l'issue des ateliers d'écriture, il y a un temps de restitution où chacun et chacune va lire ce qu'il a produit. Et donc, c'est un moment où on se dit, oh, c'est beau, ça me touche, je me reconnais, j'entends, et avec des mots. Voilà, on n'a pas de gouache, on n'a pas de pinceau, mais on fait des tableaux, voilà, on crée quelque chose. On crée de la beauté. C'est ça. Alors on va en venir à la vie privée d'oubli avec cette épigraphe magnifique que je vais lire. À ce qui revient et ne s'en va plus. À ce qui revient et se fond dans le noir. À chaque étoile perdue dans la nuit. À chaque larme séchée dans la nuit. À chaque nuit d'une vie. À chaque minute d'une unique nuit où se réunissent tous ceux qui se relient à la vie privée d'oubli, à la mort abolie. Est-ce que vous voulez bien nous parler de ce poète et de cette épigraphe? Alors, il s'agit d'un poème extrait d'un ouvrage de François Cheng, qui est un académicien qui est d'origine chinoise et qui est arrivé à Paris dans ses jeunes années. Ce texte m'a énormément touchée et j'ai écrit La vie privée d'oubli vraiment en m'appuyant sur ces mots, ces quelques vers. La vie privée d'oubli. Qu'est-ce que c'est la vie privée d'oubli? C'est une vie où il y a le passé qui ressurgit. Il y a une mémoire qui ne se tait pas, qui est là. Tout à l'heure, je parlais de l'histoire, la grande histoire inscrite dans les paysages. Je parlais de ces présences qui hantaient les mornes, les campagnes, surtout à Marie-Galante, avec tous ces moulins. Est-ce que aujourd'hui, au XXIe siècle, nous, Guadeloupéens, pouvons vivre en oubliant complètement la grande histoire, ce qui s'est passé ici même sur ces terres, comme les premières nations d'Amérique n'oublient pas non plus. Au Québec, c'était au mois de juillet 2021, pendant que j'écrivais ce livre, le pape demandait pardon aux Premières Nations parce qu'il y avait eu tellement d'atrocités commises au moment des colonisations. Et même les prêtres qui avaient recueilli, soi-disant, des enfants, des centaines, des milliers d'enfants, des Premières Nations d'Amérique, on avait redécouvert des cimetières, comment ces enfants étaient morts. Il y avait des enfants, on avait retrouvé des traces de blessures, de fractures. Et le pape a demandé pardon au nom de l'Église pour toutes ces atrocités commises. Et c'est pendant que j'écrivais ce livre. Et donc, il y a ce passage-là dans le livre « La vie privée d'oubli ». Parce que l'un des personnages de la Guadeloupe, la grand-mère de Margie, dit « Ah, le pape demande pardon. Est-ce pas donc qu'à Guéribos ?» Et puis, voilà, mais est-ce que voilà, comment on demande pardon, mais elle dit, mais des générations après, les gens continuent à souffrir pour ça. Les descendants continuent à souffrir de ce qui a été commis. C'est ça, et donc on part de personnages d'aujourd'hui. Des filles, des femmes, des jeunes femmes, Yael, Margie, Maya, Joyce, et puis de garçons, plus tardivement dans le roman, Carlson et Ethan. Et ce sont ces jeunes femmes qui rôtissent, ou enfin... Je vous laisse parler, en fait, pour le lien. Pour le lien, en fait, je mêle les fils et je tisse une toile où on va découvrir des descendants d'une première esclave, de la lignée de Yael, mais les histoires intimes, familiales, individuelles se mêlent à la grande histoire. Parce que la vie privée d'oubli, c'est aussi le personnage d'Anna qui
est partie en France enceinte et qui raconte à tout le monde, sans dévoiler, qui raconte à tout le monde qu'elle a avorté. Voilà, elle n'a pas eu d'enfant. Elle raconte ça à tout le monde. Mais dans sa tête, il y a un endroit, un petit coin là, où elle ne peut pas oublier ce qui s'est passé en réalité. Et chacun des personnages porte un secret, puisque Margie elle-même, on la voit, c'est un personnage, c'est l'amie de l'héroïne. En fait, il y a deux filles qui sont des mules. Vous savez ce que ça veut dire maintenant au XXIe siècle? Des mules qui fréquentent un bad boy et qui acceptent d'ingérer des capsules de cocaïne. Pour l'une, ça se passe très bien, donc elle en parle à sa copine, 3 000 € et tout, tu verras, tu seras tranquille, la belle vie et tout. Et puis l'autre, le voyage va être catastrophique. Elle va tomber dans un coma, des capsules de cocaïne vont exploser dans son intestin, dans ses intestins, et va lui apparaître son ancêtre. C'est comme si elle va vivre l'expérience de la mort imminente, et elle va être en contact avec ses ancêtres. Vous connaissez ces histoires où des gens voient des ombres, une grande lumière. Alors, je me suis servie de tous ces éléments-là pour raconter une histoire où le passé et le présent dialoguent, en fait, et font le lien. Donc, c'est l'ancêtre Agontimé qui va raconter son histoire à celle qui est couchée, qui est dans le coma, et elle va lui raconter comment elle a été rasiée dans son village, comment au Bénin, à l'époque c'était le Dahomey, comment elle avait déjà fondé une famille. Et donc, ça c'était vraiment un point très très important dans l'élaboration de ce roman. Je voulais qu'il y ait une première descendance de cette même femme au Dahomey, une lignée que j'allais suivre, et puis ensuite, quand elle arrive en Guadeloupe, elle rencontre Albert, qui est lui créole, esclave, et elle arrive, elle ne connaît pas la langue, elle ne connaît pas les mots. J'ai vraiment voulu me mettre dans la peau de cette femme qui a eu une première vie, un enfant qu'elle a laissé, et puis elle débarque en Guadeloupe où il y a des créoles déjà, ils parlent créole, ils ont des habitudes, et elle ne comprend pas ce qu'ils disent. Ils l'appellent prune café. Et puis elle tombe petit à petit dans la mélancolie. Elle a des enfants, hein. Bon, je ne vais pas raconter tout, mais voilà. Donc il y a cette lignée, comment dire nous allons découvrir, vous allez découvrir toute la descendance de cette femme jusqu'à Yaël, qui est couchée sur son lit. On remonte le fil doucement, et je me suis demandé, même si vous avez habitué dans vos romans aussi à faire ça, comment, vous avez un petit peu répondu tout à l'heure à cette question, comment vous avez recréé cette histoire. Alors vous avez dit tout à l'heure que vous êtes allé au Bénin, vous avez dit que vous étiez avec Maya à Gorée. On va lire tout à l'heure un petit passage. Je me suis demandé en lisant le livre si vous aviez fait le voyage, et ce que ce voyage, si vous l'aviez fait, vous avez apporté. Oui. Alors, bien sûr, j'ai fait le voyage au Sénégal. Je suis allée 4 fois au Sénégal. Je suis allée 5 fois au Bénin, Dahomey. Et puis, j'ai découvert l'histoire d'une princesse Agontimé qui avait été déportée au Brésil et qui avait transporté au Brésil un peu les rites du vaudou. Voilà. Donc, on a donné à l'ancêtre... Sa mère a donné à l'ancêtre ce prénom en souvenir de la reine Na Agontimé, la princesse Na Agontimé, qui avait été déportée au Brésil et que son fils a cherché en vain. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il était tellement amer que son fils finalement s'est vengé et a fait rétablir l'esclavage, parce qu'il y a aussi cette histoire-là. Je suis allée au Dahomey, au Bénin, et... j'ai retrouvé, bien sûr, les traces de la porte du non-retour. J'ai retrouvé les villages
les villages où étaient cantonnés, hein, c'était les baracounes où étaient cantonnés les esclaves avant d'être transportés en pirogue et devaient traverser la barre pour aller approvisionner les navires qui se trouvaient de l'autre côté. Donc Agontimé vient de là. Et il y a toute cette histoire de... Oui, qu'est-ce que... Une petite lecture. C'est quel ce passage de Maya Agoré. Ah, Maya Agoré. Aux yeux de Maya, Gorée apparut d'emblée comme une île mémoire, une île sanctuaire, une île souffrance écrasée de lumière. Le temps semblait sédimenter dans un cruel entre-deux, figé dans une carte postale mystique. Sur les murs de terre rosâtre et mêlés au sable chaud qui parsemait les rues de Gorée, une vieille mélancolie s'était insinuée là pour toujours. Ses habitants vivaient dans l'ombre ancienne de la douleur de la déportation, au rythme lent d'un spleen séculaire, dans la langueur d'un jadis brûlant. Tant d'Africains contraints et désespérés avaient transité en ces lieux, afin d'emplir les caravelles insatiables qui les avaient vomis en terre lointaine. Bien sûr, Gorée attirait les touristes amoureux des îles insolites qui bordaient les côtes africaines, mais aussi et surtout un flot continu d'afro-descendants en pèlerinage mémoriel. African Americans, Caribéens, Antillais français et des West Indies, Afropéens, Négropolitains, tous amputés de leur histoire, en quête de leurs racines africaines. Et même s'il y avait face au débarcadère des marchands de souvenirs, colis fichés et statuettes, peintures et vanneries guettant le chaland, des enfants joyeux dans la petite école, un marché chatoyant de couleurs et de voluptueuses gerbes de bougainvilliers rouges au balcon, Gorée n'était pas une île ordinaire. Merci beaucoup. Alors, j'ai retrouvé, je vous le disais tout à l'heure, dans ce roman, comme des liens avec vos autres romans. J'ai pensé à l'exil selon... Ah, pardon. À l'exil selon Julia, peut-être à cause du personnage de la grand-mère. J'ai pensé à Folie aller simple, parce que il est aussi question de folie. Et puis à la grande dérive des esprits, parce qu'il est aussi question d'esprit. Et voilà, donc je me suis demandé si ces thématiques, la transmission, avec le personnage de la grand-mère, la folie, et puis ce merveilleux, ce surnaturel, étaient des marqueurs de votre univers romanesque. Ouh là là, alors ce n'est pas à moi, en tant qu'écrivaine, d'analyser ce que j'écris. Simplement vous dire que je sais que je suis un peu obsessionnelle, que je vais toujours creuser le même sillon et raconter un peu toujours les mêmes histoires, en fin de compte. Là, il s'agit de deux mules, c'est une histoire très très contemporaine, mais en même temps, je fais le lien avec le passé, parce que j'aime les fils, et puis j'aime les histoires de migration. C'est d'ailleurs été l'objet de nos ateliers d'écriture, c'est un sujet proposé. Migration, je pense à Agontimé, voilà, comme un personnage, voilà, qui quitte un monde connu, le Bénin, le Dahomey de l'époque, et puis qui arrive en Guadeloupe. Elle doit s'adapter, ce n'est pas les mêmes codes, ce n'est pas la même langue, et puis ce n'est pas la même condition de vie, puisque là-bas c'était une princesse, et puis elle arrive là, c'est l'appel de la cloche, le fouet, le travail dans les champs de canne. Elle n'est plus considérée du tout. Elle est devenue un bien meuble. Elle est devenue une force de travail. On utilise ses bras pour ramasser, pour sarcler dans les champs. On utilise ses jambes pour marcher, pour porter, pour courir. Elle n'est plus qu'une machine, quoi, humaine, qui doit travailler et puis porter la vie, puisqu'elle accouche de 4 enfants, et ce qui enrichit son propriétaire, le maître Jacquelot. Et elle ne peut pas accepter de continuer à vivre dans ces conditions-là, en tant que femme. Alors, il y a la grand-mère, mais parce qu'il y a des grand-mères dans la vie des personnages. J'essaye toujours de recréer des familles. Il y a la folie,
avec le personnage d'Ethan, peut-être. Ethan, et puis même, comment elle s'appelle, Yael, est aussi traitée comme une folle. Oui, en fait, il y a l'hôpital psychiatrique. Ouais, c'est ça. C'est aussi intéressant de voir ce qu'on appelle folie, un peu comme dans Folie aller simple. Oui, tout à fait. S'interroger sur ce qu'on définit comme folie. C'est un métier que j'ai exercé pendant 37 ans, infirmière en psychiatrie, et c'est un métier qui m'a beaucoup nourrie et enrichie humainement. Oui, alors c'est un métier, bon, je ne peux pas ignorer l'impact que cela a eu sur moi, sur ma personnalité, sur mon écriture non plus. Il n'y avait pas d'un côté une femme qui est écrivaine et puis de l'autre côté une infirmière qui va s'occuper de patients souffrant de troubles mentaux. Voilà, j'étais obligée dans mes livres, effectivement, il y a des personnes qui sont dans un état de fragilité, il y a des pathologies qui naissent même de la vie même, avec la mélancolie d'Agontimé. Eh bien, comment ne pas sombrer dans la mélancolie? Comment ces êtres qui étaient esclavagisés ne sont pas tous tombés malades mentalement parce que c'était des conditions de vie horribles. C'est ce que j'essaye de montrer, l'humanité de ces gens. C'était pas simplement des esclaves. Non, c'est pas des esclaves, c'est des êtres humains avant tout. Ce sont des êtres humains, voilà, réduits, niés dans leur humanité. Alors, ils avaient des émotions, ils avaient des sentiments, ils réfléchissaient, ils pouvaient tomber dans la mélancolie, ils renonçaient. Bon, on connaît l'histoire de certaines femmes qui tuaient leur bébé. Et bon, c'est ce que Agontimé va essayer de faire, peut-être. Et il y a des femmes qui se suicidaient. Il y avait beaucoup de suicides parce que c'était des humains. On oublie que c'était des humains. Et ce que le roman montre aussi, je crois, c'est l'idée que ces traumatismes, ces choses horribles qui ont été vécues, eh bien, on les porte avec nous. C'est bien ça, non? Alors, il y a de nombreuses théories maintenant qui ont été menées, et de théories et puis des recherches qui ont été menées par des scientifiques, des psychologues, des psychanalystes, des anthropologues, et qui parlent d'épigénétique et des généticiens. Alors ça m'a passionnée avec le livre notamment qui compile des travaux de chercheurs, monsieur Charles Nicolas, qui est d'ailleurs cité dans le roman, parce que on trouve des traces dans la génétique de personnes qui sont descendantes de populations qui ont subi des traumatismes. Je parle de la Shoah, je parle de génocides commis dans le monde, et on retrouve dans la génétique des traces de ces traumatismes. Voilà, c'est l'épigénétique. C'est passionnant. En vous lisant, donc. Effectivement, j'ai beaucoup fait de liens entre vos romans. Et puis, je suis retombée sur une citation. Quand on soigne les fous, c'est nous-mêmes qu'on soigne, qu'on aide, qu'on réconforte. Tous ces grands malades sont des reflets de nous-mêmes dans le miroir. Et c'est dans Folie aller simple. Et parce que j'ai été émue de ce qu'on a appelé la folie de Yael, de celle d'Ethan, je me suis demandé si cette folie-là, qui était représentée dans le roman, ne nous soulageait pas nous aussi, de notre folie à nous, notre folie collective. C'est une question que je vous pose. Est-ce que j'ai la réponse à cette question? Je ne sais pas, mais en fait, merci, mais je ne sais pas si j'ai la réponse. En fait, on tient, quoi, on survit, on s'arrange, on s'accommode de la violence et de la barbarie du monde. Voilà. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce qu'on voit à la télévision? On voit des peuples assassinés, on voit des civils bombardés. On se dit, bon, c'est notre monde. Là, on est au XXIe siècle, on est des gens civilisés. Puisque c'est des bombes. Je vois la France est en train de remettre sur pied une usine de poudre. Ah bon? Une usine de poudre? Bon, l'Iran vient d'entrer bombarder Israël. Israël dit, ouais, de toute façon, nous, dès qu'on est attaqué, on va se venger. Des gens qui sont poignardés dans la rue par des personnes qui sont... Alors,
on est dans ce monde-là, on regarde ça à la télévision, mais c'est pas un film, c'est pas une série américaine, c'est notre monde, c'est notre monde. Vous savez, moi-même, je vis à Marie-Galante. Souvent, on me dit « Ah, tu vis dans un petit paradis ». Mais il y a des jeunes, il y a de la drogue, il y a des couteaux, il y a des fusils, il y a des armes. C'est pas... Il y a une belle carte postale, mais partout, en Guadeloupe, on sait bien ce qui se passe, les armes, la violence. Donc, on se distrait beaucoup, mais le monde n'est pas assez facile, hein. C'est sûr. Alors, sur la Guadeloupe d'aujourd'hui, je vais vous proposer que vous nous lisiez ce passage. Alors, c'est... Oula. Alors. Alors, c'est Agantimé au XXIe siècle, puisqu'elle est toujours là. Et Yaël va l'imaginer en train de regarder le pays aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la Guadeloupe a changé de figure. Il n'y a guère de charrettes à bœufs ou de tilburys. Les engins mécaniques automobiles et camions les ont remplacés depuis longtemps, encombrant à toute heure les routes bitumées. Le paysage est maintenant quadrillé, morcelé, déboisé, bétonné, jusqu'en des hauteurs qu'on aurait cru inaccessibles. Au bas du volcan endormi, les mornes secrets des nègres marrons sont lotis, érigés de villas blanches en dur. Au détour d'un chemin de campagne, Agontimé retrouve des pièces casses d'autrefois, en golettes et roches tufs, des bandeaux, comme disent les jeunes de Guada au XXIe siècle, cases laborieuses d'antan, où l'on cache à présent la drogue, où l'on fume des substances illicites à l'abri des regards. Bandeaux abandonnés, où l'on abandonne aussi son âme et sa dignité, squattés par araignées, rats, chauves-souris, zombies, les toits de tôle vérolés, les portes mangées par les termites, battant au vent. Est-ce qu'Agontimé est contente de voir que les nègres de la colonie ne sont plus enchaînés? Ils vont libres, ne dansent plus dessous le fouet, il n'y a plus de jarrets tranchés, ne sont plus cette marchandise qu'on vendait au plus offrant des maîtres, ne sont plus ces ânes battés qu'on usait au labeur dans la loi française du Code noir. En 1848, ils sont devenus citoyens français. À Guada, se dit Yaël, Agontimé cherche certainement toujours quelques traces, souvenirs ou lambeaux de nostalgie de l'Afrique. Mais en cette île, elle doit bien comprendre que l'Afrique s'est petit à petit effacée des mémoires. La douleur de l'arrachement s'est éteinte depuis longtemps, au mi-temps de l'Atlantique, dans la terrible nuit qu'est la cale des bateaux négriers. La douleur de l'esclavage aux îles a pris toute la place. Et ici-là, à Guada, ces siècles d'abomination ne sont pas encore tout à fait effacés, malgré le béton, l'électronique, les autos nippones, la soca dance, le reggae et le zouk. Oui, Agontimé voit se passer en tout lieu. Elle entend ses gémissements en chaque roche de rivière, en chaque pied-bois de la forêt. Il jaillit et exulte au son du tambourka. Il exhale dans les murs de pierre des sucreries en ruine que dévorent patiemment les figuiers maudits. Il résonne aux abords des rivières où les négresses se rassemblaient jadis pour lessiver leurs hardes. Il prolifère à bas bruit, pareil aux adventices teigneuses qui s'accrochent au sol rocailleux et luttent pour subsister. Ce passé, honni, témoigne dans le cœur des anciens moulins décapités par les cyclones, et il stagne aussi, tapis dans la terre des champs de canne qui ont bu jusqu'à l'ivresse des siècles durant la sueur, les larmes et le sang des nègres. Et bien voilà, on va s'arrêter là pour les questions entre nous. Maintenant, c'est à vous. On a dit tout à l'heure que Madame Pinault nous avait offert une petite confidence et qu'elle avait partagé quelque chose d'un peu intime avec nous. À vous maintenant de lui poser les questions que notre entretien aura fait naître sur le roman que vous avez lu ou sur les autres romans
qui se lance? Je voudrais savoir si vous avez déjà entamé le prochain roman ou déjà une idée de la prochaine histoire. Si avant que le précédent ne soit terminé, vous avez déjà une idée de ce que sera la prochaine histoire, le prochain roman. Voilà. Merci pour cette question. Alors, quand je suis en période d'écriture sur un texte, je suis complètement dans cette histoire avec mes personnages jusqu'au bout. Il y a tellement de temps de relecture. Alors, je suis dans cette histoire et je veux arriver au bout. Je disais tout à l'heure dans l'atelier d'écriture que je vais au bout de chaque histoire. C'est important pour moi. Je n'ai aucun roman dans mes tiroirs. Tous mes romans sont publiés. Alors, j'ai une histoire en tête, mais vous savez, il faut que cette histoire mûrisse. Donc, tranquillement, voilà, ça se passe dans ma tête, ça avance, mais il faut que je sois sûre que je suis prête à écrire cette histoire. J'ai pris beaucoup de temps à écrire un livre précédemment, c'est Adi Soleil Noir, parce que je fais beaucoup de recherches. Donc celui-là aussi m'a demandé beaucoup de recherches sur la grande histoire de Guadeloupe, sur le Bénin, tous mes voyages. Ça doit être nourri par beaucoup de choses. Donc la prochaine histoire sera dans la Grande Caraïbe, en incluant la Guadeloupe aussi. Voilà, je suis pas encore tout à fait prête à écrire tout de suite. Même si mon éditeur m'a demandé un roman pour la jeunesse, parce que ça fait quelque temps que je n'ai pas écrit pour mes jeunes lecteurs. On me demande souvent d'écrire des suites, mais je n'écris pas de suite à mes romans. Aucun de mes romans, voilà, chaque roman enferme un petit peu des personnages et puis il n'y a pas de suite. Voilà, maintenant je suis beaucoup en promotion, je voyage beaucoup pour ce livre. Je reviens de quelques temps aux États-Unis où j'ai rencontré des étudiants qui travaillaient déjà sur ce livre, qui va être traduit d'ailleurs comme Adi Soleil Noir. Il y a une traduction qui est prévue aux États-Unis. Voilà, donc je laisse... voilà, tout à fait. Oui, au fond, une question? Oui. Bonjour, merci pour votre intervention. Je voulais savoir, j'ai lu juste quelques temps avant Morne Capresse et du coup j'ai l'impression qu'il y avait quelques liens, notamment avec la jeunesse de Guadeloupe, ces jeunes filles qui étaient un peu perdues, mais qui avaient l'air quand même un peu plus sûres d'elles que les filles de Morne Capresse. Est-ce que Mardi et Yael auraient pu se retrouver, elles aussi, là-bas, dans cette confrérie? Ah oui, merci pour cette question. À Morne Capresse, c'est l'histoire d'une fille qui cherche sa sœur qui a disparu, qui a rejoint peut-être une secte ou une congrégation, une communauté de femmes. Sur Morne Capresse, peut-être qu'elles auraient pu échouer là-bas, hein, pourquoi pas. Mais c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Avec Morne Capresse, ce qui m'intéressait, c'était de parler de mai 67, de la grande histoire qui avait changé la vie de cette femme qui était devenue la mère Pacôme et qui avait migré en France parce qu'elle avait perdu son fiancé pendant les événements de mai 67 sur la place de la Victoire. Alors, voilà, j'ai toujours en toile de fond un pan de l'histoire ou plusieurs morceaux de l'histoire, parce que même dans ce livre-là, on retrouve les jeunes dissidents en 1943, on retrouve ceux qui sont partis travailler sur le canal du Panama. Donc je suis allée au Panama pour pouvoir me documenter sur l'histoire des Guadeloupéens qui étaient partis. C'est un livre qui balaye l'histoire depuis au moins 180 années. Et donc, voilà, beaucoup de recherches, beaucoup de documentation. Je m'appuie toujours sur la grande histoire. Oui? Ah oui. Le monsieur, là? Bonsoir. Ah, voilà, là. Facile. Oui, justement, en parlant de documentation,
et de petites histoires dans la grande histoire. Moi, j'aimerais savoir, c'est peut-être un peu technique, mais c'est une curiosité d'artiste aussi, on va dire. Quelle part représente la documentation dans votre travail d'écriture? Si vous deviez faire un fromage, par exemple, quelle serait la part entre la part d'écriture et d'imagination et la part de documentation? Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez? Est-ce que vous documentez en même temps que vous écrivez progressivement, ou est-ce qu'il y a d'abord une phase de documentation, de recherche, et ensuite la phase d'écriture? Comment tout ça s'emboîte? Oh, c'est pas quelque chose qui est, comment dire, bien défini, clairement défini. En fait, ça peut être au fil de l'écriture. À un moment donné, je dois raconter ce pan de l'histoire. Parfois, je lis des quantités de livres pour retenir peut-être 3 lignes. Mais pour retenir 3 lignes dans mon récit, pour inclure 3 lignes dans mon récit, mais je veux coller à une réalité historique, en fait. Voilà, je fais beaucoup de recoupements dans différents ouvrages. Quand j'ai écrit Adi Soleil Noir, par exemple, qui parle des surréalistes, qui parle de l'entre-deux-guerres, c'est un livre où vraiment je me suis appuyée sur une documentation très importante sur les années folles, même si j'ai utilisé très très peu de passages. Voilà, et puis je plante mes personnages dans ce décor-là, dans cette époque-là. Mais il n'y a pas de fromage, en fait. Il n'y a pas vraiment de fromage parce que ce sont des petits bouts des petits extraits. Voilà, c'est un contexte, en fait. C'est comme une toile de fond. Vous voyez ce que je veux dire? Comme une toile de fond pour donner de la véracité à mon texte, pour faire croire pour que le lecteur puisse imaginer que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça, c'est vraiment passé. Voilà, mai 67, on m'a demandé si mon personnage, c'était une femme qui m'avait raconté ses souvenirs. Elle était partie en France parce qu'elle avait perdu son amour de jeunesse qui était mort pendant les événements de mai 67. Voilà, parce que les écrivains, voilà, avec des petites histoires, ils cousent la grande histoire. Parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Alors, voilà, est-ce qu'on invente tout? Peut-être que cette histoire s'est vraiment passée. Peut-être que j'ai cru l'avoir inventée. Mais bon. Alors, le fromage... Oui. Donc, en fait, à mon tour de vous poser une question, en fait, je vais vous faire une confidence. Dès lors que je parle de Gisèle Pineau, je parle que la grande drive des esprits. Parce que peut-être que j'aime faire driver mon esprit. Mais j'ai jamais compris, parce que je me dis, c'est pas une femme qui a écrit ce livre. Lorsque je lis ce livre, là encore, je disais à mon épouse de reprendre le livre pour le lire, et je me suis mis à relire il n'y a pas longtemps. Lorsque j'ai vu la publicité du service culturel, j'ai dit, je vais reprendre le livre pour le lire, et je me suis mis à driver. Vraiment comme si vous étiez comme si c'était un homme qui écrivait le livre. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez pu faire cela? Comme si c'était un homme qui avait écrit ce livre? Oui, la manière dont vous décrivez les sentiments, la manière dont les gens se déplacent dans le monde à travers, en regardant les gens, en parlant aux gens. Je ne sais pas si ici, il y a des gens qui ont lu la grande livre des esprits, mais moi, je suis... je vous l'avoue. Hein. Mais vous me faites un énorme compliment, là, monsieur. Parce que je me dis, mais quoi? Pourquoi? Mais je décris comme un homme, c'est vraiment... Alors, les femmes et les hommes, est-ce qu'ils écrivent de la même manière? Ça, c'est un grand débat. Hein. Est-ce qu'on reconnaît, si on n'a pas le nom sur la couverture, est-ce qu'on reconnaît l'écriture d'une femme et l'écriture d'un homme? Je ne sais pas. C'est pas l'écriture, vous décrivez ce qu'on vit. C'est l'écriture. J'ai l'impression que vous êtes dans son personnage un peu extraordinaire. Ah bon? Ah, mais je suis dans tous mes personnages. Je suis dans chaque personnage. Et c'est vrai parce que les sentiments d'un homme, quand il attend une femme, quand il rêve d'une femme, quand il la regarde... Et parce que j'ai observé beaucoup les hommes aussi, monsieur. Parce que j'observe, hein, j'observe les gens, je les regarde. J'observe.
Ah ben là, mon Dieu, à ce point. Mais c'est impressionnant. Ah là là. Non, mais c'est merci. Merci. Ben, parce que c'est le travail d'un écrivain, d'une écrivaine, d'entrer dans la peau de chacun de ces personnages. Quand je parle d'un enfant, je suis un enfant, une petite fille de 10 ans. Voilà. Quand je parle d'un bad boy, je suis le bad boy, je suis Benja, là, le Benja qui se souvient, même s'il met des capsules de cocaïne dans le corps des femmes, mais c'est un petit enfant qui était blessé, on l'a tabassé. Les beaux-pères l'ont poursuivi avec un coutelas. Et voilà, il a cette souffrance en lui, mais c'est au fond de lui, le petit Benja. Il a été un petit enfant qui allait à l'école maternelle aussi. Et j'aime bien construire mes personnages comme ça, avec toute cette densité, montrer vraiment un personnage, toutes ses facettes, pas juste une image lisse. Je veux que le personnage, on le sente vraiment. Et c'est un homme, et bien c'est un homme. Allons-y, on ouaille, c'est un homme, je vais raconter comme un homme. Si vous permettez, dernière chose, et il y a aussi dans ce livre, ce que j'ai retrouvé, c'est la vitesse, le rythme. Ça m'a rappelé monsieur là qui est Saint-Annette. Il avait pris le flamboyant à fleurs bleues. Le flamboyant à fleurs bleues. C'est un roman qui a un rythme, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus de son nom, mais il est à Sainte-Anne. Le flamboyant à fleurs bleues. Oui, ça avait une vitesse. Mais vous savez, quand je relis ce livre aujourd'hui, parce que c'est un livre qui est sorti en 1992, mais je l'ai écrit en 1990, je me dis comment j'ai fait pour écrire ce livre. Parce que c'était une autre époque. J'écrivais sur des grands cahiers, j'écrivais à la main. Et puis après, je tapais le texte sur une vieille machine comme ça, avec l'encre, les rubans bleus là, tachais les doigts. Je mettais des feuilles carbone bleues. Je tapais avec un doigt comme ça. Je tapais et je me dis mais c'était pas si mal écrit. C'était il y a si longtemps et j'avais déjà quand même quelque chose. C'était déjà voilà. Je peux pas le retoucher aujourd'hui. Il existe tel qu'il est et voilà. Je me dis ben j'étais déjà la même plume en fait. C'est fou ça. Et pourtant je relis énormément. Hein. Je corrige, je relis. J'aime la beauté, j'aime que mon lecteur ou ma lectrice puisse avoir un petit sourire en coin, ou puisse être ému parfois, ou puisse avoir peur pour le personnage, puisse s'attacher au personnage. J'aime les descriptions, j'aime les dialogues, j'aime montrer du vivant en fait, des personnes qui nous ressemblent, qui ressemblent à un homme, qui ressemblent... Je me permettrai de prendre la suite si M. Porlon en est d'accord. Oui. Bonsoir, je m'appelle Johanna. Merci, Madame Pinault, d'être toujours aussi inspirée, donc extrêmement inspirante. Je vous avais déjà vu en conférence et vous êtes toujours aussi magnétique, donc c'est vraiment génial. Vous vous dites obsessionnel. Effectivement, il y a des thèmes qui sont assez récurrents. Et je pense que le thème de la femme, de la lignée et de la transmission par la femme aussi est quelque chose d'important. Vous disiez avoir parfois des messages pour la jeunesse guadeloupéenne, ce que la personne derrière posait comme question. Moi, j'ai presque l'impression que vous avez un message qui n'est pas encore peut-être, et pardon pour l'analyse, abouti, sur le message que vous voulez faire passer aux femmes, sur ce qu'on doit transcender aujourd'hui en tant que femme noire, en tant que femme arrivée dans des contextes compliqués en Guadeloupe, et ce que la vie d'aujourd'hui, ce qu'on peut apporter au monde d'aujourd'hui. Parce que j'ai le sentiment que souvent, vous dépeignez des femmes qui n'arrivent pas au bout de quelque chose, qu'elles touchent presque du doigt parce qu'elles comprennent qu'elles doivent avoir un rôle, mais elles n'arrivent pas à se projeter au-delà. Donc, next level. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez travaillé ou si c'est conscient ou si c'est une réflexion que vous portez sur la place de la femme. Voilà, c'était ça ma question. Ah, merci beaucoup pour cette question, Johanna, pour cette réflexion aussi, pour ce commentaire. Quand je vous dis que je creuse toujours le même sillon, c'est vrai parce que finalement, j'ai toujours pas de réponse. Je suis peut-être pas arrivée au bout.
Alors j'explore, je reviens toujours dans les mêmes histoires, souvent des histoires de migration d'ailleurs, mais souvent avec des personnages féminins. Pour moi, quand je regarde ce que j'ai écrit, quand je regarde ces personnages féminins, je vois quand même que ce sont des femmes qui traversent des épreuves, mais qui finissent par se construire. À la fin, même si c'est dans les 3 dernières pages, il y a un espoir. Elles ont survécu, elles ont réussi. Je pense par exemple à... Je ne sais pas si vous avez lu Les Voyages de Mary Cizal. C'est une jeune haïtienne qui va quitter Haïti après le séisme de 2010 et elle arrive en Guadeloupe. Et je ne vais pas spolier non plus parce qu'il y a un grand choc quand on arrive presque à la fin. Donc, elle a quitté Haïti après le séisme et puis elle débarque en Guadeloupe, elle fait sa vie, elle va travailler chez des gens, elle pense beaucoup à ses enfants et tout, elle envoie de l'argent, elle envoie des vêtements. Et puis à la fin, on découvre... Alors, s'il vous plaît, essayez de trouver Les Voyages de Mary Cizal. On le trouve en poche déjà. Et c'est une femme qui se construit, qui se répare aussi. Parce qu'il y a beaucoup de questions de réparation. Vous avez lu celui-là, le nouveau ? Alors, vous découvrirez des personnages qui sont marqués par la grande histoire, mais aussi par leur histoire intime, avec une enfance qui peut-être a été saccagée. Je pense au personnage de Margie. Voilà, les personnes qui font beaucoup d'esbroufs, mais derrière, on se rend compte qu'il y a quelque chose de terrible qui lui est arrivé. Donc, elle traverse. Et moi, j'ai le sentiment, quand je mets le mot fin, que, voilà, elles sont établies, elles se sont reconstruites, elles sont parvenues à guérir même un peu, ou à se soigner, ou à regarder en face leurs blessures. J'ai le sentiment que... non, j'ai pas le sentiment que c'est pas vraiment abouti. J'ai le sentiment qu'elles sont sur un chemin et c'est possible. La réparation est possible. Bon, elles vont tenir debout, en dépit de tout ce qui s'est passé, du passé qu'on ne peut pas changer, de l'enfance saccagée, de l'enfance dévastée. Elles vont de l'avant. Quand je vous parle, je pense à La couleur de l'agonie. C'est un polar, soi-disant un polar, mais c'est un roman prétexte pour parler d'un viol collectif. Et c'est comment tous les gars qui ont violé une fille quand elle avait 16 ans sont des notables. Et puis après, on les voit mourir les uns après les autres, on ne sait pas ce qui se passe. Donc ça s'appelle La couleur de l'agonie. Et c'est un prétexte pour moi, pour aborder un thème qui est important pour moi en tant que femme, dénoncer les abus sexuels, l'inceste, donc toutes ces violences sexuelles. Alors voilà, j'ai le sentiment. Et dans ce livre, La couleur de l'agonie, il y a un espoir de réparation. Parce que je n'oublie pas que j'ai été infirmière en psychiatrie et que, par le biais de la psychologie, de la psychiatrie, on peut penser quelques plaies, quelques blessures. Voilà, donc tout est mêlé. J'ai répondu à votre question ? Non ? Pas suffisamment ? Oui. Non. Le rôle de la femme, ce sont des personnages. Oui. Ah, d'accord. Alors moi, oui. Alors moi, je n'écris pas avec la femme. J'écris avec une femme. Elle a ce parcours-là. J'écris avec une femme. Ce sont des personnages. Je ne veux pas écrire sur la femme, puisqu'il y a toutes sortes de femmes. Regardez, vous êtes toutes différentes dans cette salle. Tous ces hommes sont différents, toutes ces femmes sont différentes. Chacun a son histoire. C'est important pour moi d'individualiser les personnages. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que j'ai écrit le livre Femmes des Antilles, avec un S, Femmes des Antilles, parce que c'est un livre que j'ai écrit au moment où on commémorait les 150 ans de l'abolition de l'esclavage. Et je me suis dit, je ne suis pas historienne, mais je veux écrire sur les femmes qui ont été réduites à l'état d'esclaves. Et justement, je veux les faire sortir de l'ombre, je veux montrer leur visage, je veux les faire apparaître en tant qu'individus. Des femmes, celle-là s'appelle comme ça, celle-là s'appelle comme ça. Voilà, celle-là était sur telle habitation. Voilà son destin, voilà son histoire. Et quand j'écris l'histoire d'Agontimé,
une femme qui a été réduite en esclavage, eh bien, c'est un destin particulier. Vous voyez? Et chacune, nous avons notre destin. C'est pas la femme, puisque en Guadeloupe, il y a des femmes dans toutes les conditions. Et donc, voilà, je veux pas dire la femme. Oui. Bonsoir. 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 Oui, Richard. Alors, merci. En plus, je dirais que c'est un peu qu'il y a une relation forte, je pense, et vraie par rapport à ce qu'elle vient de dire, cette dame, qui est fort intéressant. Ça dit que je vous écoute avec toujours beaucoup de plaisir, déjà. Pour nous, c'est très simple. Enfin, très simple, pour moi. Donc, je vous suis, je vous entends, je vous vois. Ça veut dire qu'il y a une telle cohérence entre vous, vos écrits, et, je dis la façon même d'expliquer un petit peu les personnages que vous habitez quand vous écrivez. J'adore ça, mais je vous compare, permettez-moi de dire ça, hein, comme un petit filet d'eau qui est dans un tunnel et qui... Oui, non, écoutez-moi. Oui. Moi, j'essaye de percevoir aussi à ma manière. Parce que l'univers, il est large et chacun prend sa part. Oui. Donc, moi, je prends ma petite part. Et donc, dans ma petite part, effectivement, il y a de grandes choses. Parce que moi aussi, je suis un amoureux des livres. Enfin, de tout petit, c'est viscéral. Alors, je disais que vous étiez un petit filet d'eau, petit ou grand, un filet d'eau. La notion de grandeur est relative. Donc, et que vous êtes dans une sorte de pente et vous cherchez la sortie. Quand je dis ce vous-là, parce que l'écrivain, par définition, ou le poète, il est multiple. Quand il écrit selon lui, mais le je remplace le nous. Donc, quand je dis vous, ça dit que ça aurait pu être quelqu'un d'autre ou plusieurs personnes. Alors, ça, c'est ce côté tunnel. C'est le côté profond de cette misère qu'on nous a léguée de par l'histoire. C'est une misère qui est terrible et chacune essaye de s'en sortir à sa manière. Et donc, il y a des gens, femmes ou hommes, qui ont des armes différentes et qui s'en sortent plus ou moins, etc. Mais quand vous appropriez, vous, cette part de misère, je trouve qu'il y a beaucoup d'élégance. Permettez-moi de vous dire ça, dans la manière d'appréhender ça. C'est-à-dire quand vous le présentez au niveau de vos livres. Et donc, s'il y a quelque chose qui me plaît véritablement, je vous dis ça, c'est ça. Il y a comme de la fluidité. Il y a comme, comment dirais-je, vous êtes comme une religieuse, presque. Oui, vous voulez aider l'autre à porter sa charge. Alors, je dis ça, mais je dis aussi, comme forcément, vous allez recueillir ici et là certaines informations pour essayer de les ramener à nous-mêmes à cette époque, alors qu'ils sont très lointaines. Alors, ce que je reconnais aussi chez vous, je ne sais pas si vous connaissez Fernand Watchell, qui a écrit un livre pour moi qui est très important, La vision des vaincus. Merci. Non, alors, je disais, Fernand Watchell, il a pris 12 ans pour faire un livre qui, pour moi, les gens qui écrivent sur nos histoires, parce que notre histoire et nos histoires, il y a des pans qui sont totalement différents. Donc, 12 ans d'enquête, ce n'est pas qu'au niveau de l'imaginaire ou de la réflexion personnelle, etc. Il a été sur le terrain, notamment en Amérique du Sud, dans les Andes, etc. Donc, je veux dire, il est en train de, lui, et je trouve chez vous, si vous voulez, ce petit truc commun. Vous allez chercher l'information. Lui, il a été dans sa tête, dans sa manière d'appréhender son monde, et aussi sur les lieux où s'est déroulé plein de crimes, etc. Alors, je trouve cette parenté entre votre travail et celui de Fernand Watchell. Alors, je dis ça parce que pour moi, c'est un livre qu'on m'a fait cadeau. Et j'ai été surpris par ce cadeau parce que je ne connaissais pas ce livre, je ne connaissais pas cet écrivain. Et donc, c'est un livre, pour moi, c'est un livre, comment je dirais ça? Les gens qui lisent et qui veulent comprendre notre histoire, il y a des passages obligés. Et oui, mais là, voilà. Donc, je finis. Hein. Alors, cette note, Monsieur Borlon, tout à l'heure là,
vous étiez dans une robe en train de chercher un homme. Oui, dans votre question, là, vous êtes habillé en femme? Oui, je finis. Alors, des fois, je suis un peu... surtout avec des gens comme ça qui m'obligent à garder le micro. Alors, je disais, sincèrement, si vous ne connaissez pas cet écrivain qui est Fernand Watchell, Nathan Watchell, alors vous allez voir, il y a une parenté, parce que lui, il a été plus loin, et plus, je dis, avec des outils, je veux dire, plus conséquents. Et donc, encore une fois, je vais finir pour vous dire merci, parce que je trouve chez vous une cohérence, la manière que vous écrivez, la manière que vous expliquez, et quand je vous vois, je vous dis, c'est formidable. Merci. Merci. Merci beaucoup pour l'information. Oui. Bonsoir. Concernant la couleur de la guenille, il n'y aura pas de deux. Bon. Mon éditeur me l'a demandé, mais je sais pas, je n'arrive pas. Il faut, hein? Il faut. C'est vrai que j'ai laissé les choses un peu en suspens dans ce livre parce que je me disais, bon, peut-être que je pourrais faire une suite. C'est un livre que j'ai écrit pendant le confinement. Et j'étais chez moi, donc il n'y avait pas moyen de sortir. Donc j'ai écrit ce livre assez rapidement. Ah oui, vraiment? D'accord, on va voir ça. Dans votre dernier livre, La vie privée d'oubli, et dans votre intervention tout à l'heure, vous avez évoqué le colloque interdisciplinaire concernant les conséquences visibles et invisibles ou des traumatismes que toute population a pu subir quand il s'agit d'un traumatisme important et qui peut avoir duré sur des années et des années, mais aussi, quelquefois, selon l'intensité de ce traumatisme, avoir des conséquences que l'on retrouve, y compris dans des traces d'ADN. Mais la question, en fait, il me semble que dans vos différents ouvrages, vous parlez des plaies du passé et comment penser les plaies de ce passé qui est notre passé commun, et dont on ne sait pas forcément bien comment on pourra penser ces plaies, vous, infirmière, bien sûr, mais dépasser ce qui va derrière souvent cette conscience des plaies, la rancœur qui est, alors qu'il conviendrait que nous puissions, mais quelles sont les pistes pour penser ces plaies et dépasser tous ces traumatismes pour enfin arriver à vivre sereinement ensemble? Absolument, ben c'est la question du livre en fait. Hein. Je crois, non pas seulement de ce livre. Oui. Je ne crois pas, y compris quand vous avez parlé que chaque fois vos personnages se relèvent, se reconstruisent, en fait, c'est une manière de chercher à penser les plaies intimes, personnelles, très fines, et c'est peut-être la voie qui est dans laquelle vous êtes en train... Il y a encore 50 ans de livres, donc 200 ouvrages pour trouver la solution. Mais bien sûr, c'est combattre l'ignorance, c'est la première chose, par l'éducation. Et quand je vous dis ça, je pense à Lilian Thuram, à la fondation de Lilian Thuram qui œuvre pour l'éducation, qui parle du racisme et qui a écrit un livre qui s'appelle La pensée blanche et qui est un livre vraiment très très intéressant pour déconstruire les imaginaires, le regard des uns sur les autres. C'est un... Les actes du colloque sont très intéressants et mériteraient d'être beaucoup plus creusés et divulgués. Voilà, les actes du colloque sur les multidisciplinaires. C'est un ouvrage important. Vous le connaissez, cet ouvrage? Oui, voilà, bien sûr, je l'ai. Voilà. Oui, mais j'aimerais vraiment rebondir sur l'intervention de monsieur, puisque je trouve que la problématique qu'il a abordée est la question du moment.
Vraiment, nous sommes aujourd'hui à cette étape de se rendre compte que ce vivre ensemble réclame d'une part et d'une autre de s'interroger sur le dépassement des traumatismes. Et vraiment, moi aussi, je m'interroge par l'écriture. Et c'est vrai que cette question du pardon, de la résilience, elle est bien plus grande que les termes que nous utilisons à tout vent. Et là, je vous remercie vraiment parce que là, nous faisons sens ensemble. Je suis vraiment dans cette interrogation actuellement. Donc moi, bon là j'ai rebondi, mais je voulais, Madame Pinault, vous remercier pour votre intervention. J'ai été très attentive et je vous remercie pour l'authenticité et la sincérité de votre écriture, qui de toute façon pour moi est incontournable. On ne peut pas écrire hors de soi. Et donc, ma question, qui est toute petite, parce qu'au final, vous avez répondu à de nombreuses questions. Qu'avez-vous réparé par votre écriture? Quelle part de vous avez-vous guéri? Parce que je crois beaucoup que l'écriture est thérapie. Vous avez tout à fait raison. Bien sûr que je me suis réparée avec mon écriture. L'écriture est arrivée dans ma vie, non pas par hasard. C'était le seul moyen pour moi de faire face à, je l'ai dit, à une violence dans le foyer et puis à l'hostilité extérieure. Et comprendre ce monde, donner du sens aussi à ce monde. Et peut-être que je suis toujours cette petite fille qui écrit pour pouvoir comprendre le monde. J'ai eu de la chance d'avoir l'écriture, parce que peut-être que j'aurais été dans un hôpital psychiatrique aussi. Je connais la fragilité des êtres humains et comment la santé mentale est fragile. Je sais comment la santé mentale est fragile. Donc, je crois que je suis dans... J'ai dit au début, je ne sais pas si vous étiez là, que je suis beaucoup dans la gratitude. Vous étiez déjà là quand je disais ça? Je suis beaucoup dans la gratitude et c'est pour cette raison que je suis aussi dans la transmission en donnant des ateliers d'écriture, en partageant un petit peu mon goût de l'écriture et en montrant par quel chemin accéder à l'écriture. Voilà, donc je crois que je me répare parce que je crois que je suis un peu névrosée. C'est pour ça que je vous dis que j'écris toujours un peu les mêmes histoires avec des personnages qui vont et viennent, qui quittent un monde connu pour arriver quelque part, qui doivent s'adapter, se construire, découvrir de nouveaux codes, qui doivent être acceptés. Je pense beaucoup aux migrants qui tous les jours bravent des océans, traversent des déserts pour arriver quelque part dans un lieu qui ne va pas les accueillir avec joie, les bras grands ouverts, des gens qui meurent dans des déserts, des gens qui escaladent des barbelés. Je pense à cette terre qui tourne comme ça, dans une folie un peu... On ne sait pas vraiment le chemin. Mais en tout cas, mon espoir, c'est... Voilà, je trouve dans mes personnages, en fait, mes personnages, ils ont toujours une petite lumière au bout du chemin. Alors moi, la lumière au bout du chemin, c'est peut-être un nouveau livre, parce qu'à chaque fois, vous voyez, quand je vous ai dit que Maryse Condé a écrit jusqu'à son dernier souffle, peut-être que j'aurais aussi besoin d'écrire jusqu'à mon dernier souffle pour accepter la barbarie de ce monde. Voilà, merci. On vous demande d'applaudir les intervenants. La discussion est passionnante, mais en ma qualité d'adjointe au maire chargée des affaires culturelles et du patrimoine, il m'appartient de mettre fin à cette discussion, parce qu'il faut savoir que Madame Pinault est arrivée chez nous depuis ce matin à 8h et elle a eu une journée très très chargée. Et vous avez retenu comme moi-même qu'on nous étions sur 1 heure de partage et on a fait bien plus tant elle est généreuse. Alors, pour ma part, il m'appartient ici, chers collègues, Madame le maire, tout d'abord, qui nous fait l'honneur de sa présence, les adjoints au maire, les conseillers municipaux, chers tous et toutes, membres de la commission culture et patrimoine également. Je tiens au nom du conseil municipal, au nom de Madame le maire et de la commission culture et de l'ensemble du personnel de la bibliothèque, de vous remercier et remercier Madame Pinault pour sa générosité et d'accepter avec plaisir de partager de grands moments avec nous. Je vous demande de l'applaudir.
Alors, il faut savoir quand même que Madame le maire, ça fait un moment qu'elle exigeait, qu'elle demandait la présence de Madame Pinault. Et c'est vrai que donc nous avons, avec plaisir, de toute façon, au niveau de la commission aussi, nous souhaitons recevoir des auteurs diversifiés. Et c'est vrai qu'avec la demande en plus de Madame le maire, nous sommes un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Alors, je tiens singulièrement à remercier les personnels de la bibliothèque. Je vais demander de nous s'approcher parce qu'aujourd'hui, je vois que Rodrigue, les hommes, comment ils étaient prolixes tout à l'heure et des fois moins. Sabine aussi, on demande à Sabine de nous rejoindre parce que il et elle ont été très, très vraiment engagés sous cette action. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été engagés. Et je profite pour excuser la directrice de la bibliothèque qui est partie en mission et qui est arrivée aujourd'hui, qui avait promis de nous rejoindre, mais c'est vrai qu'une arrivée à 18h à Pôle Caraïbes, c'était quasi impossible. Je profite pour vous dire que nous avons dans beaucoup d'activités, vous le savez, au niveau de la médiathèque, des affaires culturelles. Nous vous invitons également, pour la plupart, à vous abonner à la médiathèque. C'est un abonnement qui est gratuit et qui vous donne accès à l'ensemble du réseau des médiathèques du Nord Grande Terre. Et ça nous permet aussi d'avoir un bilan positif et de mettre en exergue toutes les actions que nous mettons au niveau de notre ville. Voilà, Madame Pinault. Je peux ajouter un petit mot ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, il y a un cadeau avant. Oui. Alors, un cadeau à vous remettre au nom de la ville. Voilà. Merci. Alors le petit mot, c'était pour le personnel de la bibliothèque qui m'a accueilli vraiment chaleureusement. Je vous remercie pour votre gentillesse et puis votre bienveillance. Merci beaucoup de m'avoir permis de me reposer un petit peu pendant le petit temps libre que j'ai eu. Merci beaucoup pour le travail, Et puis voilà, la réception également de tous ceux qui ont participé à l'atelier d'écriture. Et c'est nous qui vous remercions. Merci. Voilà, votre présence. Merci. Et puis merci à vous. Merci à vous pour avoir pris un petit peu de votre temps pour venir à ma rencontre. Merci. Parce que s'il n'y a pas de lecteurs et de lectrices, s'il n'y a pas d'écrivains, ça ne sert à rien. Merci. Merci encore à toutes et tous.